Donc on va faire un petit cas pratique sur Eric a hérité d'une maison à la campagne. Donc c'est dans votre fascicule, hein. Si vous écrivez, faites un CTRL F et vous mettez Eric a hérité, vous trouverez hérité d'une maison à la campagne. Ne pouvant en profiter, en raison de sa santé, il décide de la louer à Jérôme, qui lui indique qu'il est sérieux, qu'il va payer son loyer régulièrement. Un jour, en passant près de sa maison, le propriétaire s'aperçoit que son locataire a transformé sa maison en un casino clandestin. Il souhaite récupérer sa maison. Donc je vous rappelle un cas pratique, il y a des étapes. Première étape, rappel des faits. Deuxième étape, question de droit. Troisième étape, règles de droit. Quatrième étape, application au cas d'espèce. Cinquième étape, conclusion. Donc première étape, quel est le rappel des faits pertinents? Premier fait, Jérôme a indiqué qu'il était sérieux et qu'il payait son loyer régulièrement. Deuxième fait, Eric a loué sa maison à Jérôme. Troisième fait, la maison a été transformée en un casino clandestin. Oui, je vous fais la correction, mais bien sûr, prenez d'abord le temps de le faire par vous-même, ce cas pratique. Deuxièmement, question de droit. Eric a-t-il été victime d'un dol? Donc, troisième étape, rappel de la règle de droit. Les conditions du dol sont les suivantes. Deux petits points. Premier élément, le dol suppose des manœuvres dolosives, c'est-à-dire il faut un élément matériel, c'est un acte qui a été intentionnellement accompli en vue de tromper son co-contractant. La jurisprudence a étendu la notion de manœuvre dolosive aux mensonges délibérés ou aux réticences dolosives. Cet acte doit avoir été accompli de manière intentionnelle en vue de tromper son co-contractant. Deuxième tiret, le dol émane de l'autre partie. Quatrième tiret, le dol doit avoir eu un effet déterminant. Sans cette erreur provoquée, l'autre partie n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions. Cinquième condition, le dol est admis même en cas d'erreur inexcusable. Sixième condition, le dol peut permettre d'obtenir l'annulation du contrat aussi bien en présence d'une erreur sur la valeur que d'une erreur sur les motifs. Ensuite, quatrième étape, on applique au cas d'espèce, c'est-à-dire qu'on vérifie ce qu'il en est des différentes conditions qu'on a évoquées. Donc, en l'espèce, il existe bien une manœuvre dolosive, à savoir un mensonge. Jérôme a sciemment menti à Eric en vue d'obtenir la maison en location. Il lui a indiqué qu'il était sérieux et qu'il payait régulièrement son loyer, alors qu'en réalité, il n'est pas un locataire sérieux. Donc l'élément matériel et l'élément intentionnel, on a vu, ils sont réunis. Condition suivante, le dol doit émaner de l'autre partie. En l'espèce, effectivement, le dol émane de Jérôme. Ensuite, le dol doit avoir un effet déterminant. En l'espèce, Eric a loué sa maison à Jérôme parce que il a cru dans les mensonges de Jérôme. Condition suivante, le dol peut permettre d'obtenir l'annulation du contrat en présence d'une erreur sur la valeur ou d'une erreur sur les motifs. Là, on n'était pas dans un cas d'erreur sur la valeur ou d'erreur sur les motifs, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, conclusion, le dol peut permettre d'annuler ce contrat. Eric pourra obtenir, sur le fondement du dol, l'annulation du contrat de location. Maintenant, vous allez faire un deuxième cas pratique qui commence par, et ça a été un sujet d'examen, Eric est employé par une grande société informatique Bug.
établi en région parisienne. Il a appris au cours d'un déjeuner avec l'un de ses collègues que son service sera prochainement délocalisé dans le sud de la France, près d'Avignon. Au cours du week-end suivant, il s'est rendu à Avignon et entré en contact avec une agence immobilière spécialisée sur la clientèle parisienne mutée à Avignon, dont son collègue lui avait donné les coordonnées. L'agence immobilière lui a fait visiter un terrain idéalement situé. Éric est emballé et achète immédiatement le terrain afin d'y construire sa future maison. Donc ça avait été un sujet d'examen. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de questions qui s'enchaînent. Et en général, je vous demande juste de rappeler la règle de droit, appliquer au cas d'espèce et conclure. Je ne vous demande pas de poser la question c'est celle que je vous pose, et je ne vous demande pas de rappeler les faits. Donc première question. Quelques mois plus tard, Éric apprend que son entreprise n'a jamais envisagé d'ouvrir un établissement à Avignon et qui ne sera donc pas muté dans le sud. Éric vous consulte afin de savoir s'il peut faire annuler la vente. Donc, à votre avis, est-ce qu'on peut... Non, je vous laisse, vous avez passé 20, 30, 40, 50 minutes pour faire le cas pratique et on corrige maintenant ensemble. Éric peut-il annuler la vente sur le fondement de l'erreur ? L'article 1110 du Code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de connaître par cœur le texte de l'article 1110 du Code civil, ni de me citer le numéro de l'article. Mais bon, je vous le mets un peu pour faire ça de manière complète. Les conditions de l'erreur sont donc les suivantes. L'erreur doit porter sur une qualité substantielle. La notion de substance peut être interprétée de manière objective. Il s'agit d'une erreur sur la matière dont la chose est faite, ou de manière subjective, qui est plus large. Il s'agit d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. La qualité substantielle d'une chose est la qualité de la chose que les parties ont en tête lorsqu'elles concluent le contrat. En revanche, deuxième condition, vous pouvez mettre par exemple l'erreur sur les motifs déterminants ou l'erreur directe sur la valeur n'est pas admise. Troisième condition, l'erreur doit être déterminante. Quatrième condition, l'erreur doit être excusable. Cinquième condition, l'erreur doit pouvoir être prouvée. En l'espèce, l'erreur porte bien. En l'espèce, si on reprend les différents critères, on comprend que ce n'est pas une erreur sur le terrain. Ça, il a bien acheté un terrain, il n'y a pas de souci. Ça n'est pas non plus une erreur sur les qualités substantielles du terrain. Il n'y a pas de difficulté, il a bien acheté un terrain près d'Avignon. En revanche, Éric a commis une erreur sur les motifs. Il pensait qu'il allait être muté, or, il n'a jamais été question que son entreprise déménage. Donc non, Éric ne pourra pas obtenir l'annulation de la vente. C'est dommage parce que le deuxième critère, est-ce que l'erreur avait été déterminante? Oui, c'était réuni. Est-ce que l'erreur était excusable? C'était à vous de discuter, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Moi, je pense plutôt que si son erreur n'était pas excusable, on se renseigne avant d'acheter un terrain, avant de penser que son entreprise allait être mutée. Est-ce qu'il pouvait prouver son erreur? Bon, ça, on ne sait pas très bien. En tout cas, une fois que vous avez vérifié ces différentes conditions, vous devez conclure et vous devez dire Éric ne peut pas solliciter l'annulation de la vente car il a commis une erreur sur les motifs. La situation serait-elle différente si Éric parvenait à établir que le terrain n'était pas constructible? Alors là, vous allez, bien sûr vous avez fait ça chez vous, vous allez rappeler les mêmes conditions de l'erreur, et puis ensuite, la conclusion, cette fois, c'est qu'on n'est pas sur une erreur sur les motifs. Éric, là, il veut annuler la vente. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas constructible alors qu'on lui a vendu un terrain
sur lequel il pouvait édifier sa maison. Donc là, on est bien sur une erreur sur les qualités substantielles, à savoir le caractère constructible ou non d'un terrain. En revanche, est-ce que l'erreur d'Éric est excusable? À vous de savoir si c'est normal qu'Éric ne soit pas davantage renseigné sur le caractère constructible ou non du terrain. En revanche, oui, je pense qu'on peut dire que l'erreur est déterminante. L'erreur doit pouvoir être prouvée, on peut certainement prouver qu'il souhaitait construire une maison. Troisième question. Quelles seraient les chances de succès d'Éric s'il parvenait à établir que l'agence immobilière avait installé spécialement le jour de sa visite un panneau indiquant terrain constructible à vendre à proximité du futur site de Bug et l'avait retiré immédiatement après sa visite, que le terrain qu'il a acheté appartenait à la famille du collègue qui lui indiquait qu'il serait prochainement muté et que l'agent immobilier est un ami de son collègue. Donc la question ici, c'est Éric a-t-il été victime d'un dol? Donc vous devez rappeler dans votre règle de droit, le dol est une erreur provoquée. Il s'agit d'une tromperie qui est destinée à amener une autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction. Il convient de déterminer si les conditions suivantes sont réunies. Des manœuvres dolosives ont-elles été accomplies? Est-ce qu'il y a un élément matériel, un élément intentionnel? Donc je vous renvoie à votre cours. Est-ce que le dol a été pratiqué par l'autre partie? S'il émane d'un tiers, il est sans effet sur la validité du contrat. Le dol doit avoir un effet déterminant. Sans cette erreur provoquée, l'autre partie n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions. Le dol est admis même si l'erreur est inexcusable. Autre condition, le dol est admis même en présence d'une erreur sur la valeur ou sur les motifs. Donc on va vérifier chacun de ces points. On les a déjà vus plusieurs fois. Donc ici, est-ce qu'il y a eu une manœuvre dolosive? Oui, évidemment. On a ici quelqu'un qui a posé un panneau. Il y a quelqu'un qui a... donc l'agence immobilière a mis sur panneau terrain constructible à vendre à proximité du futur site de Bug et elle l'a ensuite retiré après sa visite. Manifestement, il y a un élément matériel et un élément intentionnel. On a fait ça pour le tromper. Est-ce que ça a été pratiqué par l'autre partie? Ah oui, ici on comprend que l'agence immobilière est un ami de son collègue, que le terrain appartient à la famille de son collègue et que c'est son collègue qui lui a menti au cours d'un déjeuner. Donc oui, on a bien la condition d'un dol qui a été pratiqué par l'autre partie. Est-ce que le dol a eu un effet déterminant? Manifestement oui. Il veut construire une maison, il indique que c'est un terrain constructible et il pense au déménagement de son entreprise dont justement le panneau indique à proximité du futur site de Bug. Est-ce que son erreur est inexcusable? En matière de dol, on s'en moque. Même s'il n'a pas été sérieux, il aura certainement dû faire de plus amples recherches, vérifier si le terrain était constructible ou pas. Comme il a été victime d'une tromperie, eh bien on peut admettre le dol. Est-ce qu'on peut admettre le dol en cas d'erreur sur la valeur ou d'erreur sur les motifs? Oui. Donc même si il a ici commis une erreur sur les motifs, il a acheté le terrain parce qu'il pensait que son entreprise allait déménager, eh bien ça ne pose pas de problème. Conclusion, Éric a bien été victime d'un dol. Dernière question. Éric pourrait-il solliciter l'annulation de la vente s'il parvenait à établir qu'il a acheté le terrain à un prix de 120 000 € alors que la valeur de ce terrain n'excède pas 30 000 €? Donc sur cette question, je pense qu'on le reverra un petit peu plus tard quand on abordera la lésion. Donc voilà pour les cas pratiques d'aujourd'hui.